L'énergie la moins chère à produire, au fond, est celle qu'on ne consomme pas. Ce sera sans doute l'un des mantras qui va animer notre émission du jour consacrée au cadre de compensation. Première émission du Forum Énergie. Le Forum, un peu spécial forcément cette année, Covid oblige, mais ses organisateurs ont quand même tenu absolument à ce rendez-vous qui se transforme du coup, plutôt que des tables rondes, en des émissions de télévision. Première émission, je vous en parlais, c'est le cadre de compensation. On va vous expliquer, c'est un peu technique, mais on va vous expliquer simplement comment il peut permettre d'accélérer au fond la transition énergétique des îles. C'est une manière peut-être plus intelligente d'injecter de l'argent vers les territoires et notamment pour transformer l'usage des énergies fossiles vers plus d'énergie renouvelable. On va vous parler de tout ça dans un autre instant. Une autre émission plus tard avec d'autres îles, la Guadeloupe, la Corse, la Martinique, la Réunion également. On verra comment elles travaillent ensemble pour aller plus vers ces énergies renouvelables sur leur territoire. Et puis une troisième émission, sans doute une conclusion logique, vous le verrez, parce que vous comprendrez très vite que les îles sont peut-être meilleures que le continent finalement pour avancer vers la transition énergétique avec les énergies renouvelables. Alors, avec nous pour en parler, un plateau d'experts, nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, je vous présente Catherine Edwige, qui est la commissaire au sein de la CRE. La CRE, c'est cette commission de régulation de l'énergie qui gère finalement si on peut dire, ce fameux cadre de compensation dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Il y a également Laurent Michel avec nous, de la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique. Merci à tous les deux d'abord d'avoir fait le chemin vers nous, vers la Corse aujourd'hui. Dont Marc Albertini, vous êtes le représentant d'EDF localement ici en Corse qui produisait de l'énergie dans l'île, qui la distribuait, qui la vendait également. Et puis celui qui nous reçoit aujourd'hui, Jean Biancucci, qui organise ce forum, président de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse, agence qui, on l'a compris, a la charge ici de mettre en œuvre la politique de transition énergétique. Alors à cause du Covid, malheureusement, c'est vrai, pas de table ronde, on va avoir du mal à échanger directement avec vous, mais on va quand même le faire, rassurez-vous, via les réseaux sociaux. C'est pour ça que je me tourne vers Marina Branca, que je vais rejoindre, qui est chargée de recueillir vos questions. Alors pour ça, c'est une adresse très simple. Vous réagissez, vous nous envoyez vos questions qu'on posera tout à l'heure en fin d'émission à nos témoins via la page Facebook de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse, AUE Corsica. C'est très facile à trouver sur Internet. Mais d'abord, Marina, vous avez décidé de nous faire tendre un peu l'oreille en ce début d'émission avec un jeu e un bien joli cadeau, je crois. È un bello regalo, si può vincere dunque una bicicletta elettrica e per partecipare è facile. Andate pure in usito di l'AUE, AUE.Corsica, a domandare questa qui, quanto milioni saranno dati a Corsica per via di un quadro territoriale di compensazioni per fare l'economia di energia, due risposte possibili, 15 milioni o 151 milioni. Alors, un petit montant et un gros montant. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. On attend évidemment vos réponses sur le site de l'Agence de l'énergie de la Corse. Marina, on va d'abord poser les termes du débat avec vous, parce qu'il y a quand même quelques concepts à comprendre. Ils sont importants. La différence, au fond, entre les îles et puis les pays du continent. Qu'est-ce que d'abord l'interconnexion dans le domaine de l'énergie ? Allora, l'interconnessione infatti ci capisce che i territori continentali sono maggiori. Vedete qui tutti i paesi dell'Europa che infatti si aiutano, sono interconnettati e sta cooperazione è maggiore, c'è una complementarità e dunque questa interconnessione rende più sicura la rete elettrica e permette di noi di far calare il costo globale, si parla di effetti di scala. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les îles ? Pourquoi il y a un surcoût de production finalement chez nous ? E infatti costa più caro perché le isole sono costrette a gestire da paridi tutte le produzioni e la consumazione di elettricità. Le isole sono sole e ciò fa corrispondere alla produzione e al bisogno. E infatti ciò fa venire con i battelli tutte le energie fossili non all'isola e sul trasporto qui costa più caro. Alors, ça coûte plus cher, mais est-ce que les habitants des îles payent plus cher que ceux qui habitent sur le continent, par exemple ? No, infatti non si paga mica più caro perché secondo il principio di solidarietà nazionale si deve pagare lo stesso prezzo da Dunkerque a Bonifacio. Infatti lo Stato ha messo in piazza una contribuzione al servizio pubblico dell'elettricità, a CSPE, a Retroeti, qui non gli oscillatori EDF, e questa contribuzione permette di assicurare lo stesso prezzo per tutti. Bon, alors on imagine que c'est quand même pas tout ça à fond perdu. È appena comunque Un peu quand même. Questa contribuzione non è mica una soluzione a lungo andare, permette una parità, ma non è mica una soluzione. Infatti l'energia meno cara, l'avete detto di principio, sarà sempre qui da economica consumata. Infatti lo Stato, per via di la Commissione di regolazione dell'energia, ha messo in piazza i quadri territoriali di compensazione e infatti di un'arnesi particolare per gestire appena tutti questi problemi. Alors c'est pour qui ce cadre de compensation et pourquoi faire surtout ?
Ce cadre est un contrat de partenariat, tout tra au stade, tout par via Diacreux, et l'EDF, et dino tra tout utilise ou qui s'occupe, donc à accord, à Guadeloupe, à Martinique, à Mayotte et à Réunion, et dino à Guyane. E sto quadro permette d'aiutare a ridurre i bisogni in elettricità con finanziamento d'azioni a pro de l'économie d'énergie. Alors quel est le rôle finalement dans tout ça de l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cadre de compensation? La collectività di Corsica, par via di l'AUE, l'Agenzia della Concio dell'Urbanismo e dell'Energia, ha contribuito all'azione finanziate da un quadro e da realizzare un ibedi pochi, dunque ni diti un ipoghi, un dispositivo Aurelini parleremo dopo, usulari, la rinnovazione di un lume pubblico e di no un legno. Merci Marina pour toutes ces précisions. Je m'en vais maintenant retrouver nos invités. Je vais d'abord m'adresser à celui qui nous reçoit aujourd'hui, c'est Jean Bianchiucci. Alors on vous connaît bien sûr en Corse, on connaît votre parcours politique, militant de longue date de l'autonomie. Et puis vous êtes arrivé aux affaires, à la collectivité territoriale, et vous êtes tout de suite intéressé, vous, à l'énergie, parce que vous êtes dit quoi? Il y a un enjeu peut-être de souveraineté là-dedans? Tout à fait. Je crois qu'on est au cœur du sujet. D'ailleurs, la réflexion qui a commencé il y a des années avec le SCRAE permet aujourd'hui d'avancer en matière de production d'énergie, mais aussi de consommation. Parce que la problématique qu'on va être amené à examiner, c'est la problématique justement de la maîtrise de l'énergie et donc des décisions qui en découlent. Mais avant de rentrer dans le sujet, je voudrais quand même remercier d'abord ceux qui sont là, bien entendu. Vous savez qu'on a été obligé d'imaginer une autre formule d'énergie. On s'adapte aux situations, mais dans les îles, on a aussi beaucoup d'énergie en matière de réflexion et d'imagination. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, voilà. On a des idées et on continuera d'en avoir, surtout dans des situations de crise. Je veux quand même verser un élément positif. Nous sommes là, nous continuons à réfléchir, nous débattons et nous programmons des actions en matière de MDE. Je veux saluer aussi le fait qu'à la fois avec la direction de l'énergie et puis avec la CRE, on a eu, et puis EDF aussi, on a eu véritablement des séances de travail très profitables à tous. Et puis on en arrive aujourd'hui à un espace temps conclusif, ce qui va nous permettre de faire ce bond qualitatif et quantitatif que l'on a programmé. Alors la MDE, pour ceux qui nous suivent, on va le préciser, c'est la maîtrise d'énergie. En fait, ça peut être sympathique de planter des éoliennes ou des panneaux solaires partout, mais c'est peut-être plus simple, en fond, d'essayer de réduire notre consommation. C'est là que la CRE, vous avez un rôle essentiel, Catherine Edwige, dans tout ça. Alors moi, c'est une institution que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette émission. Vous êtes un peu les travailleurs de l'ombre, finalement, de cette transition énergétique. Quel est un peu votre rôle dans tout ça? Alors, si vous voulez, peut-être... Avant de venir vraiment à notre rôle, je voudrais revenir sur quelques éléments de contexte pour ces territoires insulaires qui vont mieux vous faire comprendre un peu le rôle qu'on joue. Donc nous avons sur les zones non interconnectées un certain nombre de spécificités qui ont été évoquées, des spécificités liées à l'éloignement géographique, liées quelquefois climatiques. Nous avons effectivement aujourd'hui des mix énergétiques qui sont essentiellement carbonés. Donc les énergies renouvelables, voilà, l'énergie renouvelable ne représente en moyenne sur tous les territoires que 30% à peu près. Par ailleurs, ce sont des petits systèmes qui présentent une faible résilience à l'intégration du renouvelable. Donc ça nécessite de trouver des solutions, comme par exemple le stockage pour leur permettre de se mettre en place. Et nous avons également des moyens de production pour lesquels on n'a pas pu faire jouer des effets d'échelle. Donc les coûts de production sont beaucoup plus élevés sur ces territoires que sur le continent. En moyenne, on peut dire 240 € du mégawatt contre à peu près 45 sur le continent. Et puis enfin, je terminerai avec un point important, c'est la péréquation tarifaire qui s'applique à l'ensemble des consommateurs. Ça veut dire que les charges de services publics qui sont financées donc, par l'État vont supporter la différence entre le coût de production et ce que payent les clients. Et nous allons également financer par les charges de services publics les actions de maîtrise de l'énergie, notamment les coûts de production. Et donc j'en arrive là au rôle de la CRE. La CRE a historiquement, je dirais, un rôle sur la détermination du montant des charges de services publics. Donc tous les ans,
Nous calculons ces charges et nous les proposons donc au gouvernement. Nous avons également la responsabilité de déterminer les tarifs, donc les tarifs réglementés de vente. Nous intervenons également sur l'instruction des appels d'offres qui sont lancés par le gouvernement. Et puis, de manière, je dirais, plus récente, depuis que les territoires ont à mettre en place des programmations pluriannuelles de l'énergie pour planifier finalement leur devenir énergétique, la CRE va accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de ces PPE à travers... c'est les plans pluriannuels qui dessinent vraiment sur quelques années vers où on va, vers quel type d'énergie et combien tout ça va coûter également. Voilà, et quel choix surtout va faire la collectivité pour pouvoir définir son futur énergétique. Donc nous accompagnons les collectivités sur ces exercices en tant qu'experts, bien sûr, puisque nous ne portons pas la responsabilité des choix, mais nous les accompagnons sur les choix technico-économiques, sur la valorisation en termes de charges de service public des choix. Tout ça dans un objectif qui est l'objectif de la sûreté du système et puis évidemment l'objectif global de la maîtrise des finances. Donc voilà, si vous voulez, un peu le rôle de la CRE. Je pense que c'est un rôle absolument capital pour tout ça. Et puis, effectivement, on aura l'occasion d'y revenir. Toute la question de l'efficience des actions de maîtrise de l'énergie qui va être portée par les cadres de compensation nous revient également dans les contrôles que nous faisons. Bien, évidemment, parce que vous contrôlez derrière. Laurent Michel, je me tourne vers vous. Vous êtes au ministère de l'Environnement et de la Transition énergétique, comme on l'appelle désormais. Quel rôle vous jouez là-dedans? Parce que là, on a un vrai changement de paradigme. Avant, en grosso modo, ce cadre de compensation, il servait à payer des centrales au fioul, ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, on se dit qu'avec les enjeux environnementaux, il faut que cela change. Il faut vraiment changer la donne. Oui, tout à fait. Effectivement, on voit qu'on est, M. Mercouchi l'avait dit, au début de la fin d'un premier chemin. On va pouvoir passer à l'action de cette maîtrise de la demande en électricité. Peut-être le mettre justement en perspective. Ça a été très bien dit dans l'exposé liminaire. On a un principe de réalité, c'est qu'à un moment, c'est plus cher pour les diverses raisons d'insularité, de coûts intrinsèques et de petite taille. On a un deuxième principe intangible, c'est la solidarité territoriale. Ça aboutit aujourd'hui à un besoin, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un chiffre, c'est 1,6 milliard d'euros par an. Et donc, la réflexion, ça a été les acteurs, et puis ils l'ont porté jusqu'au niveau du Parlement, puisque c'est la loi de finances rectificative pour 2012, qui a dit, en plus de financer cette compensation, pour que le client ne paye pas plus, on va financer des surcoûts d'investissement portés, au début l'idée c'était par l'opérateur historique, mais ça peut être aussi, je reviendrai, par les collectivités. On va financer des surcoûts d'actions, évidemment en imaginant qu'elles vont amener des baisses de consommation, et on peut donc corréler finalement, dans la limite du gain que ça apporte, le financement de ces surcoûts. C'est ça l'idée fondamentale. Il y a eu un chemin qui a été fait par les acteurs et avec la CRE, Mme Edwige n'a pas eu le temps de tout dire, mais la CRE a eu là un travail avec les acteurs et avec le ministère de validation des méthodes. 2015, validation d'une méthodologie pour les grands projets. 2017, validation par la CRE d'une méthodologie par les petits projets qu'on va évoquer là, de maîtrise de vente de l'électricité, isolation de logement, mais aussi climatisation plus sobre, changement d'éclairage, etc. Et une fois qu'on a eu ce cadre, il y a eu des débats dans tous les territoires autour de comités territoriaux, collectivités, services et établissements de l'État, DEAL, DREAL, ADEME et le fournisseur historique EDF pour voir ce qu'on allait faire, parce que ce n'est pas tout d'avoir un cadre, et même si les îles peuvent se ressembler, elles ont des particularités. Donc, ce n'est pas un cadre pour toutes les îles, pour toutes les zones non interconnectées, c'est un pour chacune. Et donc, définition des actions, des conditions, des modalités de contrôle aussi. Il y aura des organismes qui feront le contrôle de la qualité des travaux. Et donc là, ça a amené ce qu'on appelle les cadres de compensation. On peut dire que c'est des programmes d'action, finalement. Ils ont été validés aussi par la CRE en janvier 2019. Et maintenant, on passe à la mise en œuvre. Il ne faut pas s'effondrer sous les chiffres, être englouti par les chiffres, mais ils sont quand même significatifs de ce qu'on en attend. Sur 5 prochaines années, ça pourrait être un investissement pour toutes les zones non interconnectées de 530 millions d'euros, qui nous ferait économiser sur la durée de vie des équipements de l'ordre de 1,7 milliard de charges de service public. Donc c'est quand même un bon taux de rentabilité économique, mais c'est aussi
un bon taux environnemental, puisqu'on imagine économiser peut-être de l'ordre de 10% de la consommation d'électricité des territoires, 0,9 TWh, donc 10%, c'est pas neutre, ouais. et presque 600 000 tonnes de CO2 par an, quand tout sera fait. C'est estimé par les experts à 8% des émissions liées à la production d'électricité dans les territoires. 8%, c'est petit, mais c'est gros, parce qu'on n'arrivera pas à cette neutralité carbone et cette autonomie qu'on vise à terme par un coup de baguette magique. Donc 8%, c'est significatif. Donc maintenant, c'est prêt. On a une particularité en plus en Corse, c'est que tous les territoires le peuvent, mais la Corse, elle, s'en est saisie, c'est que les actions sont normalement montées et menées par le fournisseur historique, mais il y a une possibilité ouverte par la loi de 2019 qu'une collectivité puisse faire tout ou partie des actions. La Corse a choisi la CTC, si je ne me trompe pas, c'est la collectivité, a choisi de s'emparer du sujet en prenant une partie des opérations. Je crois qu'on l'appelle le programme Aurélie, c'est bien. Et donc, il y a une convention qui va être mise en place avec la collectivité EDF et sous aussi le SPIS de Creux pour définir ça. Ouais. Donc, je pense qu'on est maintenant, après tout ce chemin de préparation, à un moment où on entre encore plus dans l'action. Évidemment, on ne peut pas dire que rien ne s'était fait avant. Les idées, elles viennent de projets qui étaient déjà dans les tuyaux ou en cours de déploiement. Je vais m'adresser. Vraiment, moi je trouve que c'est significatif. Et maintenant, on peut. Je dirais, un des objectifs, ça peut être consommons-les, ces 130 € d'investissement, parce que quand on voit les gains économiques et environnementaux qu'il y a derrière, c'est très significatif. On va voir le programme Aurélie tout à l'heure concrètement avec un reportage, voir comment effectivement il y a une amélioration de l'habitat et on fait vraiment de la basse consommation, en tout cas dans l'habitat, avec des factures qui chutent littéralement pour les occupants. Je m'adresse maintenant à Don Marc Albertini. Vous êtes le régional de l'étape, si je puis dire, avec Jean Biancucci, c'est vous qui, EDF en Corse, qui produisez de l'énergie. Mais quand on vous dit on va réduire l'énergie de 10%, 15%, ça ne vous inquiète pas? Votre métier, c'est de produire de l'énergie et de faire tourner des centrales. Non, ça ne nous inquiète pas du tout, parce que d'abord, on est un industriel avec une mission de service public. Et donc, ces missions de service public, elles sont historiques. C'est celle de produire, de transporter, de distribuer, de vendre de l'électricité. Ça, c'est classique. Mais on est aussi au service du territoire, au service des habitants de la Corse, du territoire, au service même de l'intérêt général, donc des finances publiques. Et donc, le fait d'engager, de suivre, de piloter des actions d'économie d'électricité, ça fait partie de nos missions. Alors, depuis déjà 2008, que nous avons commencé à engager ces actions avec la collectivité de Corse pour inciter les Corses à consommer moins, consommer mieux, consommer moins, sans perte de confort. Parce que c'est bien pour l'environnement, parce que c'est bien pour leur portefeuille, parce que c'est bien pour les finances publiques. Et donc, ça fait partie de notre ADN d'accompagner le territoire et les clients. Et depuis 2008, nous avions mis en place un certain nombre d'actions qui étaient un petit peu, qui se renouvelaient d'année en année, pour lesquelles ensuite nous allions devant la Creux pour notre partenaire et notre régulateur, qui venait ensuite nous compenser les primes que nous avions accordées et les frais que nous avions engagés. Nous étions dans une logique de renouvellement annuel. Le cas de compensation, la nouveauté du cas de compensation, c'est que depuis 2017, nous avons engagé des discussions avec le comité MDE Corse, qui a travaillé pendant presque 2 ans, l'ADEME, l'ADREAL, l'AUE et nous-mêmes, pour bâtir des actions avec une perspective à 5 ans. Ce qui nous donne une perspective, une visibilité à 5 ans d'actions qui sont déjà définies, avec des budgets qui sont déjà définis, avec des primes qui sont déjà définies, de manière à ce qu'on donne de la visibilité à la fois aux acteurs institutionnels, mais également aux partenaires et aux artisans. Parce que toutes nos actions, dont on va parler aujourd'hui, elles ont besoin d'un acteur important, d'un rouage important, qui sont les artisans corses. Entre parenthèses, c'est des emplois locaux, des emplois locaux qui permettent de générer de l'économie circulaire. Et donc, ça nous donne des perspectives à nos partenaires qui savent, dorénavant, que quand il y a des actions qui sont mises en place, qu'il y a des primes qui sont attribuées, elles sont pour 3, 4, 5 ans et elles ne seront pas changées. La règle du jeu ne va pas changer. Donc ça nous donne de la stabilité et de la visibilité. Et ce cadre de compensation, il est très utile et très important. Ensuite, on s'est bien sûr réparti les tâches pour éviter de se marcher sur les pieds. Et enfin, une action autour de l'énergie où il y a une répartition des rôles entre les différents opérateurs. Nous sommes fournisseurs historiques. La loi nous donne des obligations et dans les textes, on apparaît comme fournisseur historique
nous c'est EDF, et on a des actions qu'on pilote depuis déjà 2008 et qu'on a mis dans le cadre. Tout ce qui est opération standard, on en parlera plus tard. Et ensuite, avec l'AUE a décidé, historiquement, de garder certaines actions qu'il pilotait depuis historiquement. Je parle du chauffe-eau solaire individuel qu'il gère depuis 2008. Puis après, ils ont rajouté d'autres actions, Aurélie, on en parlera, qui est des actions très, très ambitieuses de rénovation globale des logements. Et donc, nous nous sommes répartis les tâches. Une partie du cadre de compensation pilotée, gérée par le fournisseur historique. L'autre partie du cadre de compensation pilotée, gérée par l'AUE, sous l'égide de la CRE, qui nous donne ensuite une vision globale avec un maître mot. C'est un mot un peu barbare, ou en tout cas peu utilisé, l'efficience. L'efficience, c'est quoi? Combien ça coûte et combien ça rapporte aux finances publiques. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on mène, elles ont un coût. Elles ont un coût interne, elles ont un coût externe. Et ces coûts internes et externes doivent se retrouver dans des économies d'électricité et donc dans des économies de CSPE. Donc c'est le maître mot de toutes nos actions. Quelle est l'efficience, quel est l'équilibre? Est-ce qu'on investit à bon escient l'argent public? Catherine Edwige, parce que vous ne faites pas du bénévolat. L'argent que vous injectez ailleurs, c'est pour faire des réductions de budget ensuite. Bien sûr. Nous sommes garants, si vous voulez, de l'intérêt général. Et c'est vrai que je crois qu'il faut vraiment se féliciter de ce type d'action, parce que ce sont des actions qui ont mobilisé, si vous voulez, localement des énergies, donc qui ont travaillé et qui ont produit des actions adaptées au territoire. Les actions proposées par le comité MDE qui a été mis en place en Corse ne sont pas celles qui viennent en Martinique ou à la Guyane. La MDE, c'est la maîtrise de l'énergie. C'est ça, parce que le contexte est différent. En Corse, il y a une problématique de chauffage qu'on ne va pas retrouver en Guyane ou en Martinique. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un travail local. Je voudrais insister là-dessus. Et effectivement, notre rôle au niveau de la régulation a été d'accompagner ces comités quand ils nous ont proposé des plans d'action en adaptant les primes. Parce qu'effectivement, la question était de pouvoir déterminer une prime qui incite le consommateur à passer à l'acte, je dirais, d'avoir un comportement qui permette de moins consommer ou d'acheter un équipement sans pour autant aller vers un suréquipement et donc créer des effets d'aubaine. Donc il fallait trouver, si vous voulez, juste milieu. Un juste milieu, un bon niveau de prime, l'objectif étant effectivement une baisse de la consommation. Un deuxième point qui me paraît fondamental dans ce type de démarche, c'est véritablement, on est sur des actions qui permettent à chacun des consommateurs du territoire, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des tertiaires, d'être eux-mêmes des acteurs de la transition énergétique de leur territoire. On n'est pas simplement, si vous voulez, dans la planification donc, de mise en place d'éoliennes, de solaire, où finalement c'est les pouvoirs publics et la collectivité. Là, chacun, à son niveau, à travers son comportement, à travers ses acquisitions, va pouvoir être un acteur de la transition énergétique. Et ça me paraît fondamental. Et nous avons beaucoup insisté pour qu'il puisse y avoir de la pédagogie, pour que chacun comprenne le sens de son action. De la pédagogie auprès des écoles, auprès des enfants, parce que c'est souvent les jeunes qui induisent le comportement des familles. Donc, je voulais vraiment insister sur la nature. C'est ce que vous faites, Jean Biancucci, en termes de pédagogie auprès des jeunes, auprès des foyers, parce que c'est à chacun en fait de s'approprier en fait sa consommation électrique. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, c'est simple, ça marche. Effectivement, voilà. il y a un certain nombre d'actions, et puis il y a des actions que nous allons mener. Mais je voudrais insister, et je pense qu'il y a un fil rouge. Nous sommes véritablement dans une dimension vertueuse, au-delà des chiffres, au-delà de ce qu'on veut en matière de résultats. Cette dimension vertueuse, c'est à la fois une dimension environnementale, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une dimension de responsabilisation des citoyens, et puis c'est aussi une invite aux collectivités et aux opérateurs d'être beaucoup plus actifs en matière de consommation d'énergie, et tout en ayant la volonté, bien entendu, de produire autrement. Parce qu'on ne peut pas détacher la maîtrise de l'énergie de la production qui peut se faire aujourd'hui à travers des énergies renouvelables. C'est un ensemble. Et cet ensemble, il est cadré, planifié à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous sommes tous d'accord pour aller dans ce sens, avec un objectif qui est à 5 ans pour les actions dont on a parlé qui seront menées, et donc un objectif immédiatement
mesurables. Nous pourrons évaluer les actions au fur et à mesure de la mise en place. Ce n'est pas un objectif à 40 ans. C'est un objectif qui est immédiatement atteignable et mesurable. Donc là, je crois qu'en dehors de cette dimension vertueuse, il y a un certain nombre d'actions à la fois en direction du public des jeunes en général, à travers les écoles, mais pas que. Il faut intéresser directement la population à ces objectifs. Ces objectifs, ce sont des objectifs que l'on peut atteindre. Ce ne sont pas des objectifs que l'on calcule à l'à peu près. Ce sont des objectifs qui sont cadrés, qui sont précis et qui peuvent nous permettre de faire, j'en parlais tout à l'heure en début d'émission, ce saut à la fois quantitatif, mais surtout aussi qualitatif. Laurent Michel, vous êtes d'accord avec ça? Les îles sont pionnières en termes de transition énergétique. C'est un peu des laboratoires que vous observez pour vous au ministère? Oui, je crois que c'est intéressant de voir comment on peut combiner finalement une impulsion générale avec un financement national et une mise en œuvre encadrée, harmonisée sur certains points, mais complètement adaptée aux besoins, suivie sur 5 ans, c'est important. Et puis il faudra peut-être au bout de 2 ou 3 ans commencer à préparer le suivant, se rajuster en cours de route et préparer le suivant. Probablement qu'il sera intéressant de voir aussi le retour d'expérience comparatif des territoires non interconnectés, qu'est-ce qui a marché ou pas, faire circuler au-delà de la journée d'aujourd'hui qui nous rassemble, même si on est à distance. Et je rebondis sur ce qu'a dit M. Biancouchi, c'est effectivement aussi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce concept qui a été mis en œuvre depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. L'idée, c'était de faire globalement une vision globale de l'énergie. Puis sur le territoire national. Puis on s'est dit, mais attention, les territoires non interconnectés n'ont pas la même problématique. Un document national qui devrait tout décrire, ça prendrait encore plus de temps, puis ça ne serait pas adapté. Donc vous laissez un peu la main aux régions. D'où le concept voté par les législateurs et je pense les parlementaires des zones interconnectées étaient très attentifs à ce sujet, c'est qu'on a une programmation pluriannuelle de l'énergie dans chacun des territoires qui est coélaborée par l'État et la collectivité, en guillemets, régionale. Elle a des caractéristiques différentes et des noms parfois différents selon les territoires. Ici, c'est la CTC, ailleurs, c'est un conseil régional ou la collectivité unique. Mais donc, on a ce travail au-delà de la MDE qui est la coélaboration État-collectivité du programme d'action qui est la PPE et qui travaille sur l'électricité, mais aussi sur les autres vecteurs énergétiques, y compris la mobilité, qui travaille sur le développement des renouvelables, travaille aussi sur les économies d'énergie d'autres sources, etc. Et donc, c'est vraiment, maintenant, on est en cours de révision plus ou moins avancée des premières PPE. Les premières ont été faites entre 2017 et 2019. Elles doivent être revues tous les 5 ans, mais certains sont quasiment prêts pour l'année prochaine à adopter une PPE révisée qui donne les priorités sur 5 et 10 ans. Donc, je pense que c'est très important qu'on ait cette roue, qu'on espère vertueuse, les consultants diraient de l'amélioration continue. Oui, on espère bien. Je vais donner la parole à don Marc Albertini. On définit et puis on met en œuvre. Et c'est une dynamique de territoire et on réévalue, on révise. Et quelque part, ce mécanisme, on se force à trouver un accord et à le mettre en œuvre. On va voir dans un instant, dans quelques minutes, comment concrètement on fait de la rénovation énergétique en Corse. Don Marc Albertini, juste pour poser un peu le débat, la consommation électrique en Corse, c'est quoi aujourd'hui? Parce qu'on imagine qu'elle est très variée. Il y a la saison touristique, il y a les usages qui changent avec les clims, etc. En moyenne, c'est 2000 gigawattheures, un peu plus de 2000 gigawattheures par an. C'est assez stable depuis un certain nombre d'années. Ça évolue. Mais entre l'hiver et l'été, ça change? Oui, ça change en termes de puissance, ça peut changer du simple au double. Hein. Ah oui. Donc 400 mégawatts de pointe, ça peut passer à 800 en hiver. Donc on a une pointe d'hiver et une pointe d'été en Corse. Donc on a un territoire très contrasté. Cette année, bien sûr que la situation est différente, mais d'habitude on a la pointe d'hiver, la pointe d'été. Donc c'est une problématique aussi au-delà de l'énergie, hein. C'est aussi de gérer les pointes, les puissances en pointe.
Et notamment l'hiver à 19h, quand il fait très froid, il faut qu'on gère aussi ces problèmes de puissance. L'été, c'est l'impact de la population touristique et de la clim qui se fait jour. Donc voilà, deux pointes à gérer en hiver et en été avec presque. Ça, c'est la difficulté d'un opérateur. Avec je voulais rajouter sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la pédagogie. On parlait du vecteur des enfants. On l'a utilisé depuis déjà 5 ou 6 ans. On a un programme d'action qui s'appelle Wati à l'école, qui marche très très bien et pour lequel on fait des actions de pédagogie dans toutes les écoles primaires de Corse. L'année dernière, on a été voir 10 000 élèves en 2019. Et depuis 2015, on a vu près de 40 000 élèves où on fait de la sensibilisation aux économies d'énergie. C'est un exemple d'action qu'on fait et qui est dans le cadre, de 2019-2023, la sensibilisation aux élèves. Voilà. C'est très important de faire passer ce genre de message. Alors on va avoir un autre dispositif. Celui-là, c'est celui de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. Parce qu'on le disait, l'électricité dans les îles coûte 2, voire 4 fois plus cher que sur le continent. Et si au fond, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, l'électricité la moins chère était celle qu'on n'a pas besoin de consommer, qu'on n'a pas besoin de produire plutôt, ça c'est facile à dire. Marina, comment on fait ici dans l'île? Allora, vi volevo presentare, dunque abbiamo parlato innanzi di un dispositivo Aurélie che è stato messo in ballo da collettività di Corsica e in particolare da l'AUE. Questo dispositivo Aurélie infatti equipa a rinnovazioni di case individuali e collettivi e lo conosciamo tutti in Corsica, si sente alla televisione sempre questa infrasata qui, in casa protetta un centro ivrito, dunque vi propongo un video là. Nouvelle menuiserie, nouvel isolant, nouvelles installations. Cette maison a été entièrement rénovée dans le cadre du programme Aurélie mis en place par la collectivité. Objectif, améliorer la performance énergétique de nombreux ménages. Cette maison n'a désormais rien à envier aux bâtiments basse consommation. Pour chauffer la maison, c'est l'idéal. J'avais deux petits chauffages au mazout. J'arrivais pas à me réchauffer, je mettais pullover sur pullover. C'est l'idéal. Coût total des travaux de rénovation énergétique de cette maison, 75 000 €, couvert à 20% par Aurélie. Une aide cumulable avec d'autres dispositifs. Au total, plus de 90% des travaux ont été subventionnés. Et des référents Aurélie implantés sur tout le territoire sont là pour accompagner les ménages dans chaque étape. Monter les dossiers et faire les dossiers avec eux pour que l'ensemble du chantier se passe bien, du début jusqu'à la fin, sans accroc. Et donc on n'a pas de maîtrise d'œuvre à proprement parler, mais on a un accompagnement technique, financier et opérationnel qui est important pour le ménage et pour les entreprises qui suivent ces chantiers. Mais le dispositif Aurélie ne s'adresse pas seulement aux ménages les plus modestes. Josette Castellane n'aurait jamais cru être éligible, pourtant près de 50% de ses travaux de rénovation énergétique ont été pris en charge par la collectivité. À peine le chantier terminé, elle voit la différence. Nous avons une température maintenant constante et lorsque nous chauffons, nous sommes très bas en température. Par exemple, la clim, on est à peine à 19 et toute la maison est tempérée et bien chauffée. Une aide possible à condition que les travaux aient pour objectif d'améliorer la performance énergétique et qu'ils soient réalisés par une entreprise titulaire du label RGE, reconnu garant de l'environnement. Il ne nous reste que la finition à faire. L'isolant donc de 12 cm a été posé en applique sur le mur et fixé par des chevilles mécaniques. Et il nous restera la finition talochée à faire comme ici. C'est le cas de cet entrepreneur pour qui le programme Aurélie a été une aubaine. Bien entendu, ça peut être perçu comme une aubaine, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire. On est spécialisé en rénovation énergétique, donc c'est bien entendu une cible pour nous, ce genre de marché. Lancé en 2016, le dispositif n'en est qu'à sa phase expérimentale. Une soixantaine de dossiers sont actuellement en instruction, mais la collectivité espère procéder à terme à la rénovation énergétique de 3000 foyers. Voilà ce reportage, Jean Biancucci, ce dispositif, c'est le vôtre à l'agence. Le reportage date de 2008, je crois. Il y avait 60 logements traités, à peu près à cette époque-là. Aujourd'hui, on en est où? On a été un peu plus loin, mais il faut bien comprendre. Le dispositif qui a été mis en place en 2015, c'est un dispositif qui devrait nous permettre de tirer un certain nombre d'enseignements. C'est donc un dispositif qui n'est pas définitif. Il peut évoluer, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On observe évoluer. Comment ça fonctionne. Il va évoluer, pourquoi? Parce qu'au départ, je crois qu'il y avait 225 candidats. On a donc fait un tri, bien entendu, avec tous ceux qui localement s'occupent de ces dossiers. Et généralement, on va obtenir des résultats à partir du moment où il y a
des ménages volontaires, où cela correspond à la fois à une nécessité d'économie d'énergie, mais aussi souvent, on l'a vu tout à l'heure, on va sur des dossiers de précarité énergétique. Donc il y a à la fois cette dimension, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dimension vertueuse, il y a aussi une dimension sociale. Mais les précaires encore, c'est énergétique, c'est combien de personnes? C'est de la population, c'est beaucoup de gens. 25 000 personnes. Oui, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Et il faut aider, bien entendu, tout le monde. L'objectif futur du dispositif, c'est d'aider tous les ménages, quels qu'ils soient, mais il y aura forcément des mesures particulières en direction à la fois des logements collectifs, des logements individuels et des logements qui sont occupés par des précaires. Donc il faut qu'on sorte par le haut de cette situation. On va profiter de tous ces dispositifs pour essayer de sortir non pas uniquement des problèmes d'énergie, mais avec l'énergie, de problèmes qui sont aussi à dimension sociale. Il y a aussi des disparités, vous le savez, en Corse, territoriales, entre la consommation d'énergie que vous avez sur le littoral et celle de la montagne à partir de 500 mètres, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Et les moments aussi où on consomme cette énergie ne sont pas les mêmes. On a aujourd'hui, M. Marc pourra en parler, on a aussi aujourd'hui des pics qui sont sur le mois d'août. Donc on est sur des situations qui ont complètement évolué et on doit absolument s'adapter. Il y a donc un effort à faire à la fois sur la consommation énergétique pendant la période dite d'hiver, mais aussi pendant la période dite d'été. Ça passe par l'éducation, ça passe par des moyens que l'on peut donner d'incitation et ça passe bien sûr par la prise en compte sociétale de ce problème. Laurent Michel, on voit ces rénovations, c'est intéressant pour vous parce que d'ailleurs ça fait partie du plan de relance du gouvernement avec un gros focus sur la rénovation énergétique, on voit que ça fonctionne et des ménages qui peuvent gagner finalement, faire baisser leurs factures de manière importante, c'est de l'argent qui rentre directement pour eux. On gagne combien sur un foyer comme ça en termes d'économie d'énergie une fois qu'il est vraiment bien rénové comme il se doit? Évidemment, ça dépend de la position géographique, l'altitude et l'état initial de votre logement. Mais vous pouvez avoir des gains de plusieurs centaines, voire plus en termes d'euros par an. Et 70% quasiment sur une facture, j'avais eu. Oui, c'est énorme. Ça peut être considérable. À titre d'illustration, effectivement, le dispositif Aurélie a été très intéressant puisqu'il était précurseur et qu'il nous a permis un peu de servir de retour d'expérience. Et donc, ce qui est ressorti de ce dispositif, c'est que vous avez des passoires énergétiques, entre guillemets, des maisons donc très peu isolées qui consommaient peut-être entre 50 000 ou 60 000 kWh par an. Et donc, on a pu, en tout cas dans les études qu'on fait, constater des économies de l'ordre de 20 000 kWh. Donc, ça peut effectivement être assez significatif, aller peut-être de 40 ou à 80% d'économies grâce à ces dispositifs d'isolation. Et pour dire sur le focus aussi qui est mis à la fois par l'État et les collectivités, tant dans les îles d'ailleurs que globalement dans pas mal de territoires, il y a effectivement aussi de faciliter le passage à l'acte pour tout le monde et encore plus pour les ménages en situation de précarité. Le sujet, il est financier, méthodologique, en simplifiant à l'extrême. Ce n'est pas simple de savoir quoi faire, c'est pas simple à faire, soi-même, y compris les petits travaux de bâtiment, c'est pas simple quand on a un particulier à les faire. Quand il s'agit d'une rénovation, savoir est-ce qu'on change la chaudière, quelle isolation par l'intérieur, l'extérieur, est-ce qu'on fait en étapes ou globalement, d'où l'importance de cet accompagnement. Là, on voyait visiblement un conseiller qui donc c'est quelque chose qu'on développe sur tout le territoire, des réseaux en général animés par les collectivités, souvent au niveau intercommunalité, mais ça peut être des agences qui rassemblent plusieurs intercommunalités. Chaque territoire
à son organisation. Donc cet accompagnement méthodologique. Et deuxièmement, l'accompagnement financier. On a, ça peut paraître compliqué, mais finalement, c'est aussi les accompagnateurs qui permettent d'aider les ménages à faire de l'aide. On a partout une couche d'aide nationale qui a été simplifiée et renforcée depuis 2 ans. Maintenant, c'est ce qu'on appelle MaPrimeRénovation, distribuée par l'ANA. Vous pouvez avoir des aides apportées par les fournisseurs d'énergie au titre des certificats d'économie d'énergie, et puis spécifiquement le cadre de compensation dans les territoires non interconnectés. Moi, je suis particulier, je m'adresse à qui encore? C'est compliqué. Alors, il y a Julien Couch qu'on connaît, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de guichets? C'est pas un peu compliqué? Il n'en faudrait pas un seul où on se dirige? Mais en même temps, vous avez à la fois des aides nationales, vous pouvez avoir des aides des collectivités, et puis y compris des aides privées, et le cas particulier des territoires insulaires. Donc, si jamais on voulait inventer d'un coup de baguette magique un guichet unique national où tout le monde pourrait aller, ça serait simple, on mettrait beaucoup de temps. Donc c'est aussi le rôle de ces conseillers. Mais au niveau national, on a simplifié et unifié avec le dispositif MaPrimeRénovation des aides qui sont accessibles à tout le monde, et avec, là j'y reviens, un focus qui finalement est fait dans tous les dispositifs d'aide. Les primes sont renforcées pour le même geste pour les ménages les plus modestes. Ce qui là amène à l'équation financière, c'est que même si vous pouvez savamment expliquer qu'on gagne plusieurs centaines, voire parfois 1 000 euros ou plus par an, l'investissement, pour des gens de niveau assez aisé comme moi, il n'est pas de la même ampleur. Par rapport à un ménage modeste, lui, il n'a déjà pas cette mise de départ. Donc, un focus fait par les aides nationales ou spécifiques et des collectivités sur les ménages en précarité pour un taux d'aide plus élevé, voire même et après le complément éventuel, des éco-prêts à taux zéro qui permettent de combler le reste à charge. Et là, après, on arrive avec des taux d'aide élevés, pas un effet d'aubaine, mais on arrive à solvabiliser et à rendre, comment dirais-je, attractif. Et ça veut dire, bah oui, en 3, 4, 5 ans, mon reste à charge, il est remboursé et j'ai gagné en confort de vie. Parce qu'on en profite pour on a vu cette dame, cette retraitée. Oui, et ça permet aussi de gérer d'autres problèmes qui ne sont pas loin de l'insalubrité parfois. Enfin, le logement mal isolé, veut dire humidité. On sait qu'il y a des corrélations assez fortes entre moisissures et certaines maladies respiratoires. Enfin, on en profite pour améliorer qualité de vie et santé dans la rénovation. Donc, un focus sur l'accompagnement financier méthodologique et je pense que c'est quelque chose qui est un peu consubstantiel à notre pays, mais qui est logique, une solidarité encore plus forte pour les ménages plus en difficulté. Et d'ailleurs, sur le cadre de compensation au niveau global, là j'ai cité les 500 et quelques millions d'euros, 35% iront vers les ménages en situation de précarité énergétique. Alors maintenant, il s'agit de faire, je ne parle pas que globalement, on a vu le taux de précarité, il est calculé on prend un critère, c'est les gens qui consomment plus de 8% de leurs revenus dans l'énergie. Ce taux, il était il y a quelques années de 14%, il descend petitement à 12%, avec des variations saisonnières. Il suffit qu'il y ait une année froide pour que ça augmente, ou que si les prix de l'énergie augmentent, évidemment, le taux augmente, diminue. Donc on diminue, mais lentement. Donc il faut que ces actions continuent. Et ça ne se fera, à mon avis, que par la combinaison d'outils puissants qui peuvent se déployer partout, mais aussi par cet accompagnement au cœur des territoires. Jean-Michel Couch, une réponse là-dessus, oui. On a prévu d'améliorer la consommation sur 3 000 logements par an. L'objectif, c'est 30 000 en 10 ans. C'est colossal. C'est colossal. Et ça demande, bien entendu, à la fois des programmes de formation pour les entreprises, ça demande aussi à ce que les chambres de commerce et les chambres de métier soient dans le jeu, ça demande aussi une vision politique d'ensemble qui aujourd'hui est partagée, hein, je dois le dire, hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais que vous disent les entreprises du BTP Est-ce qu'il faut qu'elles réorientent un peu leur production, les entreprises du BTP en Corse? Elles font beaucoup de logements, de villas, de maisons secondaires, ce genre de choses, ou des grands bâtiments. Je ne veux pas aborder ce problème-là. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Non, ce qu'il faut absolument faire, c'est que les entreprises, le monde économique, considèrent qu'il y a un intérêt majeur
à rentrer dans le dispositif. Je pense qu'il y a, au-delà des chiffres, il y a une mutation, certainement, qui est possible. Et nous serons là, bien entendu, pour aider les entreprises. La formation, l'Assemblée de Corse a les moyens de programmer cette formation. Elle peut se faire avec les chambres de métiers, avec les chambres de commerce, avec qui on est en lien. Et donc, il y a véritablement des objectifs majeurs qui peuvent être remplis. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la problématique de l'énergie, ça n'est pas uniquement la production d'électricité ou la non-consommation d'électricité. Ça irrigue tous les secteurs, à la fois le social, on en a parlé, et on peut y revenir et insister, parce qu'il faut que ça reste un objectif majeur, mais aussi l'économie, mais aussi la dimension environnementale. Je crois que là, on est au cœur d'un sujet qui véritablement peut intéresser chacun, chaque citoyen, au-delà des élus, au-delà des responsables administratifs, au-delà de ceux qui sommes là. En tout cas, nous, à l'Agence d'urbanisme, à la collectivité de Corse, on est là pour aider. Et je crois que l'opérateur avec qui on a, l'opérateur EDF, avec qui on a les meilleures relations, doit nous permettre aussi d'échanger sur les opérations qui ont été menées précédemment et certaines qu'on aura l'occasion, nous, de mener dans le futur. Tout se passe si bien avec les collectivités localement? Vous avez un bon rapport? Oui, on n'a rien à dire sur la collaboration. C'est un sujet qui fait consensus. Et puis on a une convergence d'intérêts, parce qu'on s'aperçoit que le territoire a intérêt à faire des économies, et nous, fournisseurs historiques, on a intérêt à faire des économies sous l'égide de notre régulateur, et les clients ont intérêt à le faire. Donc ça fait consensus. Après, on a différentes manières d'aborder le sujet, et on essaie d'être le plus complet sur le prisme. C'est-à-dire qu'on a vu une rénovation globale, c'est très ambitieux la rénovation globale, et c'est le summum de la rénovation. Mais dans le cadre de compensation, il y a aussi ce qu'on appelle les actions standards, qui sont des rénovations par étapes. C'est ce qu'on a initié depuis de nombreuses années sous la démarche Agir+. Agir+, ça fait 10 ans que c'est en place avec l'AUE, et qui servait à faire de la rénovation par élément. Par exemple, faire de l'isolation des combles. Donc c'est vrai que c'est moins ambitieux que de faire l'isolation de l'ensemble de l'enveloppe de la maison. Mais l'isolation des combles, c'est déjà un bon début. Ça permet déjà d'améliorer grandement le confort énergétique d'une maison. Et ça, on l'a mis en place. Par exemple, on a un réseau d'artisans corses. Ils sont près de 260 sur l'ensemble des métiers qui sont fédérés, qui sont animés dans un réseau, qui sont connus et qui connaissent les règles techniques, qui sont la plupart d'entre eux RGE, reconnus garants de l'environnement, qui sont capables de mettre en œuvre ce genre de politique et qui seront capables ensuite de mettre en œuvre une rénovation globale. De passer à la vitesse supérieure. Et de passer à une vitesse supérieure globale. Pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, les précaires, c'est très important. L'année dernière, nous avons pu aider 2800 foyers précaires en Corse, qui ont été aidés par des actions d'efficacité énergétique, souvent gratuitement. Parce que par le truchement des aides et le cumul des aides, on arrive à avoir des financements avec un 1 euro. Même si on est très vigilant là-dessus, parce qu'il faut faire attention à certains opérateurs qui sont de mauvaise foi, on est très vigilant et on contrôle la qualité des travaux, parce qu'il faut éviter l'effet d'aubaine et éviter de se retrouver avec... dans la évidemment, on a connu ça avec les panneaux solaires il y a quelques années. Donc ça, c'est notre vigilance absolue avec l'AUE, d'être très vigilant sur la qualité des travaux. Alors des fois, ça peut faire crisper. RGE, c'est compliqué, on fait des contrôles. On n'a jamais fait autant de contrôles. C'est très important pour garder la crédibilité de la démarche. Parce que si demain, on commence à avoir des camions qui tournent pour faire de l'isolation à la va-vite, mal faite, et qui ne servent à rien, même si elle est gratuite pour le... Oui, parce qu'il suffit d'un seul point de dispersion de la chaleur et c'est terminé pour la démarche, effectivement. Donc là, au-delà des intentions de réalisation, il ne faut pas perdre de vue la qualité des travaux, les contrôles. Et là, on a toute une politique de contrôle qui, d'ailleurs, ces frais de contrôle sont pris en compte dans le cadre. Donc c'est même à l'incitation de la Creux qu'on nous demande de faire des contrôles le plus possible, avec des comptes rendus qui sont capables d'être exposés de manière à ce qu'on rassure tout le monde. Donc vous envoyez des inspecteurs sur les territoires insulaires comme ça pour vérifier que les travaux sont bien faits? Non, on va le faire pour le compte de la Creux. Vous le faites pour eux? C'est une façon de... Je taquine, Madame Edwige. C'est une hiérarchie des... Bien sûr.
Nous venons sur le terrain, nous allons également sur le terrain, nous réalisons des audits à la fois effectivement pour voir ce qui se fait en production. Il y a un point qui me paraît fondamental dans ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui finalement les politiques énergétiques ne peuvent pas se mener isolément. On n'est plus dans un système vertical où il y avait d'un côté la production et de l'autre côté la consommation. On voit qu'aujourd'hui la production, elle va être décentralisée. Donc, on va avoir des énergies renouvelables avec des producteurs décentralisés. Et puis, on va avoir de la maîtrise d'énergie où, finalement, les consommateurs seront eux-mêmes des acteurs de cette énergie. Ça veut dire qu'il faut penser, effectivement, la politique énergétique, mais en pensant à la politique des transports, à la politique des déchets, effectivement, au réseau de professionnels, j'en passe à la politique sociale, à la politique d'éducation. Donc, je vois qu'il y a, globale, voilà, je crois qu'il y a vraiment des interactions entre la politique énergétique que va développer un territoire en fonction de son environnement, en fonction de son contexte, et les autres éléments de la politique et la possibilité que nous avons effectivement de faire financer avec les charges, le financement de l'État de services publics, un certain nombre d'actions, peut servir de levier effectivement à d'autres éléments au niveau du territoire. Parce qu'on le voit bien. Peut-être deux mots, parce qu'on ne l'a pas mentionné. Tout à l'heure, Laurent Michel évoquait le cadre de compensation globale, donc qui concerne 6 territoires insulaires. La Corse a une place toute particulière dans ce cadre, puisque sur les 530 millions d'euros, c'est à peu près 160 millions d'euros qui seront consacrés aux actions qui seront menées au niveau du territoire. Et comme disait tout à l'heure M. Albertini, il y a d'une part des actions standards, donc pour un montant très significatif, qui se mènent un peu sur tous les territoires. Et puis, il y a cette réflexion que nous menons avec l'AUE. Nous avons une convention qui est en cours d'élaboration pour un accompagnement spécifique sur des actions comme celles que nous avons vues de rénovation globale qui sont quand même très complexes et pour lesquelles on a besoin d'un accompagnement de l'amont à la mise en service, sinon on ne réussit pas. Et dans ce contexte, effectivement, pouvoir disposer d'un réseau de professionnels sur toute la chaîne est fondamental à la réussite de l'action. Mais alors vous vous occupez de l'énergie et là vous transformez quelque part pas en employeur, j'allais dire, mais grâce à vous, il y a des emplois qui vont être créés parce qu'on. Grâce à nous, certainement pas. C'est l'argent public. En tout cas, l'argent public. Nous, on assure juste, si vous voulez, la distribution, voilà. Un contrôle. Oui, mais il n'empêche, sous votre autorité, ces choses-là vont se faire. Donc, on va créer des emplois. Quand on voit cet entrepreneur tout à l'heure qui explique que c'est intéressant pour lui, on parle de 70 000 euros, c'est quand même pas rien. On peut imaginer. Vous avez d'ailleurs chiffré, vous, à l'Assemblée de Corse, combien d'emplois pouvaient être créés autour de ces dispositifs-là, si on va jusqu'au bout? Imaginez 3 000 logements par an, ça donne des entreprises nouvelles. En plus, oui. Des emplois, et puis peut-être un essaimage sur le terrain. C'est-à-dire qu'on aura certainement autant d'entreprises qui vont intervenir dans le milieu rural, et ça, c'est un vrai problème parce que ça touche la désertification, disons, du milieu rural, et là aussi, on intervient d'une manière très positive. Il y a du travail, bien entendu, sur tout le territoire. Il y en a à la fois sur la côte, dans les villes, mais aussi dans le rural. Parce que les problématiques sont différentes et l'accompagnement qui peut être fait aussi doit être bien calibré, de manière à ce que, à la fois, les entreprises, mais les dossiers qui arrivent, et l'expérience, Aurélie, parce que ça a été une expérience, ça n'a pas été fait pour immédiatement généraliser, mais tirer tous les enseignements de cette expérience, là, on a tous les éléments pour bien faire. Bon, pour bien faire. On vous souhaite de bien faire. Vous restez avec nous. Je vous annonce que le jeu est désormais clos, mais vous nous avez joint. Je vous ai demandé tout à l'heure, on vous a dit qu'on pouvait interagir à travers ce forum, puisque vous avez des experts avec nous. Ce serait dommage de ne pas leur poser des questions. Je me tourne à nouveau vers Marina. Vous avez reçu un certain nombre de questions. Quelle est la première d'entre elles? Mauricio, tu pare ci domandi, prima veni da Iaciu, Ange ci domanda, una domica i soldi per arrivare al mio appartamento, com'è una domica accesso al dispositivo Aurélie? Jean Biancucci, alors comment ça se fait? Il n'a pas accès? C'est très simple. Le dispositif Aurélie était un dispositif expérimental. Il s'adressait à environ 200 ménages. Il y a eu une sélection qui s'est faite à partir de 2015. Ensuite, on est passé à la phase opérationnelle. Ce qu'il faut dire à ce monsieur qui pose, c'est une question, bien entendu, qui a beaucoup
de sens. Le dispositif Aurélie va être élargi et je pense qu'il pourra bénéficier des nouvelles mesures qui seront mises en place après l'adoption de la PPE. Parce que c'est un ensemble. Le dispositif Aurélie en arrive à sa phase conclusive. On doit rendre compte devant l'Assemblée de Corse. Je pense que ça se fera d'ici la fin de l'année. Et à partir de ce moment-là, on pourra intervenir de bonne manière chez ce citoyen, mais certainement chez d'autres. Une autre question, Marina? Un'altra, Andrea di Portivetto. So che appena perso con tutti questi aiuti a renovazioni, sarà appena più chiaro con tutti questi nuovi dispositivi? Ne abbiamo già appena parlato, ma Oui, c'est vrai, question, je la pose à EDF parce que vous êtes l'acteur historique, alors on imagine que les gens se tournent naturellement vers vous, même si on a bien compris que l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse avait envie de participer à tout ça, et ils participent déjà d'ailleurs. Le combat de la simplification est un combat sans fin. Ah, et y compris en matière d'énergie. Donc c'est vrai qu'il y a une multiplication de dispositifs. Donc comment on essaie de simplifier les choses? Déjà, on a mis en place des dispositifs de coopération avec l'ANA pour tout ce qui est les dispositifs de l'État. Donc les dispositifs du cadre de compensation et de l'État sont coordonnés. Et quand il y a une aide qui est accordée au titre du cadre de compensation, on fait le lien avec l'ANA pour s'assurer que les dispositifs de l'État soient coordonnés. Après, il y a les EIE qui sont les EIE, c'est, pardon, les espaces information énergie, qui sont dans une logique bientôt de relance et de remobilisation, qui sont des points d'information qui sont très plurifonctionnels, qui connaissent très très bien les dispositifs. Donc les EIE sont là pour apporter ces informations à l'ensemble des citoyens. Nous-mêmes, dans nos accueils clientèle, on a ces dispositifs-là et on fait de la pédagogie. On a mis en place un site internet sur lequel on a le plus d'explications possibles, avec des cartes interactives qui permettent de comprendre combien sont les aides, quels sont les artisans qui peuvent intervenir. Donc j'engage les gens à aller sur le site pour se renseigner, mais les EIE sont surtout là pour essayer de simplifier. Mais c'est vrai que comme il y a différentes sources de financement, c'est compliqué. C'est en train de se simplifier. Je pense qu'on va terminer à 2, c'est-à-dire que le fournisseur historique et l'État. Et puis pour ce qui concerne la rénovation globale, ça sera l'AUE. Plus que 3 agences. Donc voilà, avec une répartition des tâches qui sera plus claire. Jean Biancucci, vous, avec votre agence, vous auriez aimé justement être le guichet unique pour... voilà, moi je suis particulier en Corse, je veux rénover ma maison. Quand on raisonne comme ça, on dit guichet unique, ça simplifie, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je pense qu'il faut travailler de concert et rendre effectivement les dispositifs plus clairs et que les citoyens puissent y accéder sans trop de problèmes. Après, on va continuer, puisqu'on a une convention avec l'opérateur EDF, on va continuer à travailler sur des actions communes. On va très certainement simplifier les choses. Une des conclusions du dispositif Aurélie, ça sera sans doute aussi d'améliorer l'accès pour le citoyen à ces dispositifs de rénovation de l'habitat. Je crois que ça tombe sous le sens. Mais parler de dispositif unique, je voudrais bien, bien entendu. Je voudrais même que l'Agence du urbanisme et de l'énergie soit le cœur de ce dispositif. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir des objectifs qui soient des objectifs atteignables et travailler de concert. C'est une manière de faire, je pense, qui est à la fois raisonnée et un objectif qu'on peut atteindre. Très bien. Autre question, peut-être un mot rapidement. Pour informer aussi les gens qui nous regardent, on a mis en place depuis des années un dispositif où les aides sont déduites directement par les artisans. C'est-à-dire que quand on fait de la rénovation dans le dispositif Agir Plus, quand on fait appel à des artisans Agir Plus en Corse, les 256, c'est eux qui gèrent. Ouais, donc André a un Porto-Vecchio, se la dava in casa, se la mette l'isolazione sotto uso detto, il fait appel à un artisan Agir Plus,
Et cet artisan Agir Plus va déduire de son devis et de sa facture le montant de l'aide auquel il a droit. Donc il n'aura pas besoin d'aller courir après un guichet pour se faire rembourser l'aide. Ouais. C'est l'artisan qui gère, et c'est ensuite l'artisan en relation avec le fournisseur historique qui vient exposer l'ensemble des aides qu'il a accordées à ses clients, et l'opération se reboucle comme ça. Donc on était loin dans la simplification. Les bénéficiaires d'aides n'ont pas à courir après les aides, en tout cas du cadre. Celles-là, elles sont bien simplifiées. Tout ça est clair. Marina, troisième question. Ultima domanda è vera che ne mudigia podassi parlato di no. Come andava l'impresi locali di UBTP per poter beneficiare di soldi dedicati a rinnovazione energetica? C'è aiuta a formarci e a reclutare? Alors, comment ça va se passer? On a déjà parlé un peu de ça tout à l'heure avec Jean Biancou, tiens, sur la formation, mais peut-être un mot du ministère avec vous, avec la direction de l'énergie. Vous attendiez justement avec ce plan de relance justement à faire un focus aussi sur la création de l'emploi, parce que tout de suite on a déterminé que rénover des maisons, c'était pourvoyeur d'emploi, quoi. Oui, c'est pas spécialement lié au plan de relance, et c'est bien effectivement quelque chose depuis des années. L'idée, c'est de faire coïncider la montée en puissance des actions et la montée de l'offre et de la qualité de cette offre, parce que la confiance, elle est longue à obtenir, elle est parfois détériorée par quelques exemples de mauvais travaux, alors que finalement beaucoup de choses se passent bien. Donc il y a un ensemble d'actions avec à la fois des cadres nationaux et puis des dynamiques territoriales. Je citerai juste une, et d'ailleurs EDF au niveau national la connaît bien, il y a un programme financé par certains fournisseurs d'énergie. Le premier était EDF, au titre des certificats d'économie d'énergie, qui a été créé il y a plusieurs années avec la Fédération française du bâtiment et la CAPEB, les confédérations des artisans du bâtiment. Il s'appelle le programme FEBAT, formation au métier de la rénovation. Et ça, moi, je voudrais quand même passer un message de confiance là-dedans. On voit, moi, ça fait quelques années que je fais ce métier dans l'administration. Il y a quelques années, on avait sur mon bureau des plaintes de gens qui nous disaient les artisans qui m'ont été envoyés par EDF, ça ne marchait pas. On a discuté avec EDF. EDF a beaucoup, au niveau national, repris en main son réseau, a qualifié les artisans. Il y a quelques années, est devenu obligatoire pour avoir accès aux aides d'être RGE. On dit maintenant reconnu garant de l'environnement. Donc les artisans doivent avoir des certifications, nécessitent des formations, quelques audits. De temps en temps, on va renforcer ça. Et on a des contrôles. Spécifiquement, il y aura des contrôles dans le cadre de compensation territoriale, mais même au niveau national, on a un budget dans notre ministère pour les opérations aidées par les certificats d'économie d'énergie. Je fais passer des bureaux de contrôle sur un certain nombre d'opérations. Et finalement, on voit ce qui va et ce qui ne va pas, mais il y a quelques pourcents peut-être qui ne vont pas. Mais il y a un signal, le montée en puissance, contrôle et reprise en main. Donc, ayons confiance et continuons cet effort. Je citais un programme national, mais j'imagine qu'il y en a, et j'en ai connu dans d'autres régions, des actions spécifiques montées avec les chambres de métiers, l'appui des collectivités, parce que on s'appuie sur les lycées, les formations, centres d'apprentis, il y en a de nombreuses. Et donc, je pense qu'il y a pas mal d'aides spécifiques sur l'énergie, plus, mais là, c'est aussi souvent les régions qui gèrent toutes les aides à la formation professionnelle, puisqu'il y a un système, pas que sur le bâtiment, d'aide à la formation professionnelle. J'en ai sûrement compléter. 2 minutes. Préciser les choses. Nous avons, bien entendu, anticipé, puisque là, on va rentrer dans une phase opérationnelle. On a eu à l'interne, au sein de la collectivité, à la fois avec l'Agence de développement économique, avec toute la délégation formation, un échange, plusieurs réunions. Au début, c'était un échange et nous avons envisagé, bien entendu, à la fois des plans de formation et puis une irrigation du tissu économique qui permettra cette évolution. C'est une œuvre commune. On ne peut pas, nous, à l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie, décider et mettre en œuvre seul. Cela, c'est une décision éminemment politique, au sens, bien entendu, non pas politicien du terme, mais de l'intérêt public, de l'intérêt collectif. Donc là, c'est ensuite ce que je dois ajouter, c'est que, quelles que soient les sensibilités politiques à l'Assemblée de Corse, toutes
Tout le monde va dans le même partage sens, ouais. ces objectifs, ces moyens et cette nécessité. Donc là, je crois qu'on a une occasion véritablement forte de réaliser ces objectifs. Merci Jean Biancucci. Je vais me diriger à présent vers Marina, parce que tout à l'heure on se posait une question à travers un jeu. Il y avait un beau cadeau d'ailleurs, un vélo électrique, moi ça Una m'intéresse. bicicletta elettrica, Bah sì, oui. un bello regalo. Effectivement, quelle est la réponse alors? Veramente quanto qua domanda che era quanto milioni saranno dati a Corsica per via di un quadro territoriale di compensazioni per fare le economie di energia e la risposta buona era 151 milioni. 151 millions d'euros, Quantum, effectivement, c'est pas mal d'argent. Vincitori dunque oui, le Mutro c'est qui? e un uomo adesso ha scritto Nanta Yoshi Screni. D'accord, bon, ben, on est heureux pour ce gagnant. On n'a pas le nom ni la ville d'où il vient, bon c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. On parlerait de Barbaggio, me dit-on. Barbaggio, Bon, yeah. ben, très bien, ben, c'est formidable, bravo à lui. Je retrouve, hein? C'est dans le... Oui, c'est dans le Cap, oui c'est ça. Ouais, bah, vous connaissez la géographie de la Corse par cœur, heureusement Jean Biancucci. Vous qui parcourez régulièrement le territoire insulaire. Au moins la géographie. Oui, d'accord. Même si c'est loin de chez vous, a priori, hein, la pointe du Cap oui. Corse. Hein, vous n'y allez pas tous les jours. Loin. Bon. Oui. Un dernier mot peut-être de la fin pour vous tous, Catherine et Edwige, si vous aviez à évoquer effectivement la Corse dans ce cadre de compensation, elle est bien en avance? Ah ben écoutez, oui, moi je crois que maintenant il faut y aller. C'est-à-dire qu'on a posé le cadre depuis 2019, donc il faut rentrer dans l'action. Je pense que la mise en œuvre de ces cadres de compensation est essentielle pour la transition énergétique. J'insiste beaucoup, comme je disais tout à l'heure, au-delà des aspects environnementaux, économiques, sur toute la pédagogie et l'accompagnement qui doit être fait au niveau de la population. Et puis j'ai envie de reprendre un peu votre slogan, les ZNI à l'avant-garde de la transition énergétique. Voilà. Au ministère, vous confirmez, les ZNI sont vraiment à l'avant-garde aujourd'hui de cette transition énergétique? En quelques mots. En tout cas, elles sont très actives et j'espère qu'elles ne seront pas à l'avant-garde, que tout le monde sera à la même vitesse. À EDF, on partage ce constat également? Évidemment, donc, pour nous, c'est en avant, travaillons. Hein. On fait appel à la fois aux artisans et puis aux Corses pour se déclarer, pour avoir envie de faire de la rénovation. On est tous unis sur cet objectif de diminuer les consommations d'électricité sur l'île. Si on veut avancer, on a besoin d'être tous ensemble et je pense qu'on est sur le bon chemin et le cadre de compensation est un bel outil qui nous permettra de faire des belles opérations. Jean Biancucci aussi, vous êtes confiant? C'est le premier rendez-vous. L'agent d'urbanisme a voulu innover. J'espère qu'on aurait réussi. En tout cas, cet échange à la fois était nécessaire, bien entendu, et puis il s'est fait, je pense, de manière très cordiale. J'espère que tout ça cela va continuer. continuer. Oui. Hein, parce qu'en matière politique, vous le savez, il y a surtout des hauts et des bas, mais dans ce domaine-là, à partir du moment où à la fois on est d'accord sur la méthode, sur les objectifs, sur les moyens, je pense qu'on est sans doute en passe de réussir ce challenge. C'est un véritable challenge. Juste un dernier mot. Je voudrais aussi remercier ceux qui ne sont pas là, mais qui vont intervenir cet après-midi. Tout à fait. Et qui nous ont fait l'honneur soit de se déplacer parce que c'était possible, soit d'intervenir par Teams ou d'autres Grâce à systèmes. Internet, on peut tout faire maintenant, Grâce effectivement. à Internet. Effectivement, voilà. on Et progresse. j'espère que cette première discussion, ce premier débat va continuer, bien entendu. Merci Jean Biancucci, merci également à nos invités, ceux qui notamment ont fait le déplacement jusqu'à Ajaccio aujourd'hui. Vous restez avec nous, Jean Biancucci, vous en parlez à l'instant, d'autres émissions à suivre, dont une notamment qui est une émission un petit peu politique, on va dire, sur l'autonomie des îles. C'est un mot qui résonne un peu particulièrement, évidemment, en Corse. Il y aura notamment nos amis de la Martinique qui seront en plateau avec nous, et puis on sera en duplex avec la Guadeloupe et la Réunion. À tout à l'heure.